Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Multijoueur, votre rendez-vous jeux vidéo. Et oui, nous sommes de retour de Los Angeles. Et je suis d'ailleurs parvenue toute seule dans mes valises. Donc en plus de Jean-David qui est en régie, on a ramené Carole Quintaine. Bonjour Carole, comment ça va? Bonjour Mélinda, ça va très bien, je suis ravie d'être là. Et on se remet doucement de Los Angeles. On est un peu jet-lagué, mais ça va, on est bien. De retour du Summer Game Fest aussi. On va faire un petit point, enfin une fin de petit point, parce qu'on vous a fait un numéro spécial Summer Game Fest la semaine dernière, mais on a encore des choses à vous raconter qu'on a gardées sous le coude. Et on a aussi un très gros sujet de la semaine, ce qui amène notre second invité, Sylvain Trinel. Donc voilà. J'ai cru que j'étais le très gros sujet de la semaine. Non, non, du tout. Mais pourquoi pas? Mais en revanche, je suis pas parti, sous le soleil de LA, comme vous pouvez d'ailleurs le voir à mon fin de peau, contrairement à celui de Carole et de Mélinda. Et pour ceux qui ont l'image, il a mis un t-shirt blanc en plus. Donc voilà, non, mais c'est pour bien voilà, bien sûr. Mais non, le pauvre, il n'a pas pu partir parce que je lui ai confié une mission en mon absence, qui était de faire joujou quand même malgré tout. Tout à fait. Avec la Nintendo Switch 2 et ça va être une grosse partie de l'émission. On va voir ce que tu en as pensé, si tu as été bon avec ou pas, parce que moi j'ai vu tes résultats sur la console. Voilà. Et bien, ça va être les amis, c'est l'actu à chaud de la semaine. Eh bien oui, forcément, parce qu'entre les 25 ans de la tech chez nous, le Summer Game Fest, eh bien la Nintendo Switch, on a pris notre temps. On m'a dit, mais vous allez jamais en parler? Eh bien si, voilà, on va commencer l'émission à parler de la Nintendo Switch 2, qui est sortie le 5 juin dernier, pour la modique somme de 470 € ou 499 € si vous aviez Mario Kart World avec, ce que je recommande à tout le monde de faire. Oui, c'est ça dans les prix. 509 € pardon, pour Mario, avec le pack Mario. C'est vrai? Ouais. Oh, mon Dieu, voilà. Bon, enfin bon. Mais tu es gagnant, tu es gagnant quand même. Voilà. Tu es gagnant. Comme disaient certains, on gagne de l'argent. Tu es gagnant. Hommage. Mais voilà, en tout cas, elle est là. Elle a fait un démarrage en fanfare. 3,5 millions de consoles vendues en 4 jours. Record de vente en France pour Nintendo et même pour d'autres consoles. Dans plein de pays, ils ont annoncé très fièrement que c'était la console vendue le plus rapidement et le plus massivement. Meilleur démarrage que d'autres consoles qui avaient cartonné. Alors, PS5, évidemment, on se rappelle qu'au moment du lancement des Xbox Series et PS5, il y avait petite pénurie de composants et petite pénurie de consoles, puisque nous étions dans un vaste confinement. Mais enfin, mine de rien, pour cette console qu'on disait être un plus de la précédente, c'est quand même un démarrage en fanfare. Sylvain, comment est-ce qu'on s'explique ça? Honnêtement, alors vraiment, tu sais, j'ai l'impression d'être Game Cult en janvier 2017 qui disait tous les verrons sont au rouge. Honnêtement, je ne me l'explique pas. Oui, c'est une bonne console, mais alors les records de vente. En fait, ce qui est bizarre, c'est peut-être parce que justement il y avait les salons en même temps, enfin les conférences, etc. Mais on avait cette impression que la Nintendo Switch 2, elle sortait pas dans l'indifférence générale, faut pas exagérer non plus, mais elle sortait en fait sans que ça fasse de vagues. On n'arrivait pas à l'événementialiser, tu trouves? Mais parce qu'il y avait suffisamment de stock pour tout le monde. On n'était pas dans la situation de la PS5 et de la Xbox Series où c'était difficile d'avoir des consoles à l'époque. Là, tout le monde, ou presque, a pu avoir la Switch 2 qu'il a précommandée. Et vraisemblablement, il y a beaucoup de gens qui ont précommandé, notamment sur Internet. Donc, de fait, en fait, on n'a pas eu vraiment tout cet événement qu'on pourrait avoir autour d'une sortie d'une console, avec des stocks d'un coup qui sont plus disponibles, etc. Donc, ça fait un peu bizarre. Et après, c'est pas étonnant parce que la Switch s'est très bien vendue, donc il y avait une forte attente. Il faudra voir si, au-delà des 3,5 millions, ils vont aller au-delà. Voilà, on doit être à 3,5 millions plus. Carole, est-ce que toi, dans les gens qui te suivent sur ta chaîne, et c'est pas forcément la Switch qui est le cœur de ta chaîne, mais tu avais senti cet engouement naissant des gens pour cette console, qu'on a quand même, nous qui l'avions prise en main un peu plus tôt, on avait dit c'est une version améliorée en tout point de la Switch 1, mais il n'y a pas le gap révolutionnaire qu'on avait eu entre la Wii U et la Switch qui vraiment cassait quelque chose. On est sur une sorte de continuité. Complètement. Pour moi, je l'ai toujours dit, moi je la vois davantage comme une Switch Pro parce que c'est vrai qu'on n'a pas de forte innovation. C'est la continuité, c'est amélioré, ça permet de recevoir des jeux plus gourmands, les éditeurs tiers. Donc, dans ma communauté, et même au global, je pense que c'était vraiment un peu coupé en deux. Il y avait cette dualité, on a envie d'avoir la nouvelle Switch, en plus il y a un nouveau Mario Kart, donc c'est un jeu qui fait vendre. Et à la fois, on a quand même une console, même si elle tire techniquement un peu la langue et qu'elle ne peut pas faire tourner les Cyberpunk et compagnie, mais qui fonctionne quand même, où on a encore plein de jeux, etc. Donc c'était très coupé en deux, mais la plupart des gens l'ont
acheté parce que la plupart des gens qui me suivent sont fans absolus de Nintendo, voulaient Mario Kart World, etc. Après, il y a des gens aussi qui n'ont pas craqué parce que ça reste un certain coût, même si je trouve le prix pas complètement... Pour une console Nintendo, c'est onéreux. C'est onéreux et à la fois, il y a une techno embarquée quand même qui justifie aussi. On a des jeux qui ne pourraient pas tourner sur la première Nintendo Switch. On pense aussi à Donkey Kong Bonanza qui arrive au mois de juillet. Donc les gens, ils ont craqué pour ces deux exclusivités-là et le fait de se dire, tiens, on va aussi pouvoir jouer à des jeux éditeurs. Tiens, mais c'était assez partagé parce que dans ma commu aussi, il y a beaucoup de gens qui ont la PS5, la Xbox Series et donc les Cyberpunk, Elden Ring, déjà, tu peux jouer aux jeux éditeurs tiers sur ces consoles-là. Voilà. Pour ceux qui ne sauraient pas... en quoi elle est différente, mine de rien. Au-delà du design, elle est noire. Je la trouve beaucoup plus premium. Elle est plus grande. On a un écran qui est plus grand. On passe en 1080, 120 Hz quand on joue. On joue en nomade. Jusqu'à 120 Hz. N'attendez pas du 120 Hz permanent, ça n'est pas pour le moment. Et on passe surtout en 4K, mais que 60 Hz quand elle est dockée. Est-ce que vous avez vu la vraie différence graphique avec le HDR, aussi des LSS ray tracing sur certains jeux, pas tous et pas beaucoup pour le moment. Est-ce que, Carole, visuellement, tu vois quand même une vraie différence? Alors le HDR, honnêtement, oui. Tu vois, quand tu regardes par exemple Mario Kart World, c'est vrai que c'est très très joli, les paysages, voilà, qui est parfait pour. Donkey Kong Bonanza aussi magnifique. C'est vrai que par exemple Donkey Kong Bonanza, quand tu regardes le jeu tourner, tu te dis ah là par exemple sur la première Switch, ce serait compliqué. En fait, la fluidité qu'on a sur ces jeux-là sur Switch 2 fait la différence. Par exemple Zelda, Breath of the Wild et TOTK, ce sont des jeux qui étaient très joli, même artistiquement, il n'y a rien à dire sur les Zelda sur la première Switch, mais il y a plein de moments où ça tournait mal, où ça ramait, parce que tu es sur une console qui tirait quand même un petit peu la langue depuis 2017. Là, quand tu y joues sur Switch 2, en termes de temps de chargement, en termes de fluidité, et même visuellement, tu vois quand même la différence. Après, il faut avoir l'œil technique. Est-ce que les gens, les pères de famille, mères de famille qui achètent la Switch, est-ce que les enfants, quand ils jouent, ils ont vraiment cette perception-là? Mais en tout cas, sur Mario Kart, par exemple, j'avais été impressionnée. Effectivement, par la luminosité, par les éclairages. Le HDR prend son sens sur les jeux colorés de Nintendo. Les jeux optimisés Nintendo. Donkey Kong et Mario Kart, c'est les deux meilleurs exemples en fait pour montrer à quel point ça rend honneur aux productions Nintendo, l'arrivée du HDR, d'autant qu'effectivement il est de très bonne qualité. Enfin, moi, ce qui m'a surpris sur l'écran, c'est que c'est du LCD, c'est pas de l'OLED. C'est bien de le préciser. On n'est pas Mère Teresa chez Nintendo. N'est-ce pas loin de là. Une version OLED dans 1 an et demi. Mais cela dit, effectivement, l'écran est de très bonne qualité. C'est du LCD, donc vous aurez toujours un espèce de voile gris sur les noirs, etc. Mais ils ont fait un effort de traitement sur la dalle. Je suis d'accord avec toi. Je trouve que c'est pas. Alors oui, voilà, c'est pas de l'OLED, on attendait. Non, mais il faut se laisser de la marge pour la suite du marché. Bien sûr. On va pas griller ses cartes pour la version OLED. Évidemment. Pour réduire le prix aussi là. Mais c'est impressionnant parce que ça me rappelle ce que fait Apple, ce qu'a fait Apple pendant longtemps avec le LCD, parce qu'ils voulaient pas forcément passer à l'OLED tout de suite. Et ben justement, ils faisaient un traitement de la dalle qui était spécifique. Alors oui, ça ne fait pas de miracle, mais c'est quand même impressionnant pour une console portable. Oui, parce que pour Apple, il vaut mieux un excellent LCD qu'un très mauvais OLED qui va marquer et qui va faire que votre écran sera très très sale malgré tout. Non, très très sale, j'exagère, mais indigne d'un OLED. Il y a des OLED qui ne valent pas. On parlait de Donkey Kong Bonanza. Alors, pour être en toute transparence, au moment où on enregistre cette émission, le Nintendo Direct dédié n'a pas été diffusé, donc on ne sait pas la révolution qu'il y aura. Le jeu est prévu pour le 17 juillet. Moi, c'est un des jeux, quand on avait pu le tester un peu en avant-première, qui m'avait bien plu parce que je trouve qu'il reflète ce qu'on attend, c'est-à-dire un monde ouvert, une fluidité, comme tu disais, quelque chose de nouveau. Mais ça reste des licences qu'on connaît déjà, Mario, Donkey Kong. Est-ce que dans les jeux que vous avez testés, il y a des choses qui vous ont plu? Et là, vous allez me dire, mais oui, problème de catalogue. Et c'est là où je voulais en venir. Parce que vraiment, tu nous tends une magnifique perche. C'est facile, c'est une attaque facile sur le catalogue. Qu'est-ce qui t'a impressionné comme jeu que tu aurais pu faire? En fait, c'est compliqué parce que moi, j'ai joué à Metroid Prime 4 que j'attends avec beaucoup d'impatience et je l'ai joué en mode souris. Et c'est vrai que le mode souris, on n'en parle pas assez malheureusement. Et j'en ai même pas parlé dans mon propre test de la console. J'allais te le dire, mais on n'a pas beaucoup de jeux pour jouer à la souris. En même temps, il n'y a pas beaucoup de jeux. C'est un peu anecdotique. Je trouve que c'est un peu gadget. Mais sur Metroid Prime 4, je dois admettre que ça fonctionne. On le voit là, c'est parfait. Ça fonctionne extrêmement bien. Il faut s'y faire un petit peu quand même, mais ça fonctionne extrêmement bien. Donc ça, mis à part, j'avoue que moi, c'est ce qui m'empêche d'acheter la console. Mario Kart World, j'aime beaucoup, mais voilà, pour l'avoir testé 4 jours quasiment entiers, une fois que tu as testé 4 jours, tu peux tester avec tes potes. Je suis pas un fou furieux de Mario Kart, et donc
ça ne fait qu'un jeu. En fait, à la fin, il n'y a qu'un jeu. Et quand je discutais avec des potes qui avaient la Switch 2, ils me disaient oui, mais regarde, tu peux jouer à tes jeux Switch. Enfin, ça fait cher, la fluidité supplémentaire. J'avoue que j'ai C'était les patchs payants, parce que ça aussi, voilà, c'est aussi un problème. Donc, je pense que clairement, oui, la console a un problème de catalogue. Donkey Kong n'est finalement que le deuxième jeu qui pourrait, puisqu'on n'a pas encore testé le jeu, justifier l'achat de la console, mais c'est clairement pas suffisant. Moi, personnellement, je vais attendre plutôt 2026, parce que ce qu'a annoncé Nintendo pour l'instant, ne me plaît pas au point de me dire ok, j'achète la console. On n'est pas sur l'effet Breath of the Wild qu'on parlait d'ailleurs. Ah mais complètement, c'est vrai que moi je suis très contente pour Nintendo. Je me disais ça va marcher mais ça marchera pas autant que la première parce qu'il n'y a pas l'effet wow, l'effet innovation, etc. Mais finalement ça cartonne et tant mieux. Mais c'est vrai que si tu regardes, tu as 2 exclusivités en fait. Le reste ce sont des éditeurs tiers et comme on disait, si tu as une PS5, une Xbox Series, voire un PC à la maison, les meilleures versions des Cyberpunk, Elden Ring et compagnie, c'est sur les autres bécanes, c'est pas sur la Switch 2. Donc comme tu disais justement, les parents, ils ne voient pas forcément la différence. Est-ce que les parents un peu joueurs, qui n'ont pas forcément la PS5, la Xbox Series ou un PC gaming hyper avancé, parce que quand tu as des jeunes enfants et que tu n'as pas trop le temps de jouer, tu ne prends pas le temps, est-ce que c'est pas à eux finalement, ces parents joueurs qui rêvaient de faire des Cyberpunk ou des Hogwarts Legacy, qui tournent encore moyen bien c'est un peu compliqué. Ça reste un peu compliqué. Est-ce que c'est pas à eux que ça s'adresse, ce back catalogue, ce qui pour nous est un back catalogue, alors ça fait un peu prétentieux de dire ça. Ouais, mais tu vois, pour eux, ça va être l'occasion d'y jouer. Il y a un truc vachement intéressant de constater, c'est qu'effectivement, on a l'impression que les early adopters de cette Switch 2, c'est des gens qui voulaient enfin de la fluidité, même sur d'anciens jeux Switch. C'est très perturbant. Sur Zelda, par exemple. Voilà, sur Zelda. Oui. Tu vois, Pokémon Écarlate et Violet, qui étaient catastrophiques au lancement, alors rassurez-vous, ils sont toujours moches. Ça, c'est un truc qui ne change pas entre les deux consoles. En revanche, il est à 60 FPS, il y a plus de clipping, enfin, il y a moins de clipping. Est-ce que Et ça change. Je pense qu'il y a des gens qui ont acheté la console pour vivre des expériences de la version Switch, version Switch en meilleure qualité sur Switch 2. Mais là, tu parles de joueurs comme toi, qui sont des fans de Nintendo, qui sont des fans de la Switch, qui avaient déjà la première Switch. Donc, est-ce que ces 3,5 millions de joueurs, sont des gens qui possèdent déjà la Switch 1 ? En fait, pour moi, ma question, c'est comment attirer de nouveaux joueurs avec la Switch 2 ? Excellente console d'un point de vue design, prise en main ergonomique, je trouve ça bien. Les Joy-Con qui changent, qui sont magnétiques, honnêtement, ils sont tellement plus solides. Super. Oui, ça fait moins jouer en fait. En fait, la console fait beaucoup plus premium, vraiment en main. Hein. Oui, mais ça fait moins enfantin que la première. Ça fait plus solide. Apparemment, elle n'est pas à l'abri des Joy-Con Drift. Donc ça, dommage. Dommage. Ça, c'est la petite entourloupe. Mais pour 10 € de plus. Il faut payer. N'oubliez pas. Non, mais voilà. En fait, ma vraie question que je vous pose, c'est, on n'a dit pas d'OLED, chauffe un petit peu. Je ne sais pas vous, mais j'ai trouvé qu'elle pouvait chauffer un petit peu quand même. Oui. Et l'autonomie, c'est un peu la même. More of the same. Ça dépend à quel jeu tu joues. Ouais, c'est ça, mais j'ai rien trouvé. Si tu joues à Tetris, ça tiendra plus longtemps que Cyberpunk. Bon. J'avoue que j'attends un petit peu un gap en nomade. Ouais, tu sens qu'ils n'ont pas forcément fait énormément. C'est max 6 heures, quoi. 5-6 heures selon un quoi. Je pense que vraiment sur un petit jeu, ça doit être grand maximum, c'est 6 heures. Sur un petit jeu tranquille. Parce que moi, Mario Kart, dans l'avion, c'est vite tombé. Ouais. Sur Cyberpunk, a priori, c'est encore pire. Mais oui. La batterie, effectivement, elle est correcte sans plus. Mais oui, je suis d'accord avec toi, Mélinda. On aurait apprécié avoir un peu plus d'autonomie. C'est peut-être un des gros défauts en fait de cette machine. Après, il y a peut-être aussi de l'optimisation au niveau de l'OS. Cela dit, effectivement, les parents, je ne suis pas certain qu'il y ait encore un public non fan, ultra fan de Nintendo qui ait encore acheté la console. Parce que le public a grossi grâce à la Switch, etc. Mais je pense que dans les 3,5 millions, il ne doit pas y en avoir beaucoup de parents qui avaient acheté une Switch à leur gamin et qui se sont dit on va acheter la Switch 2 juste pour Mario Kart World. Honnêtement, non, parce qu'en fait, on se retrouve dans la même situation que la Wii, où la Wii est restée la console éternelle de beaucoup de gens pendant des années et des années. Encore des gens qui jouaient à la Wii ces derniers temps. Et là, la Switch, ils l'utilisent pour jouer à Mario Kart Deluxe et ils ne comprennent pas forcément l'évidence d'acheter Mario Kart World parce qu'en fait, Mario Kart 8 Deluxe est ultra complet et il n'y a pas nécessité de dépenser 500 € là-dedans, quoi. Alors, moi, je vais défendre Mario Kart World sur un truc pour avoir vraiment poncé Mario Kart 8 Deluxe, le plaisir d'avoir des nouveaux circuits. Oui. Ça, franchement, et de ne pas se recycler totalement des circuits, le choix de se balader. Moi, j'adore le mode balade, qui est absolument inutile, mais qui est juste le plaisir de se balader et d'anticiper les circuits qui arrivent. Voilà, je trouve que dans Mario Kart World, j'étais extrêmement sceptique au début. Sylvain le sait, parce qu'on en avait parlé. Oh, moi aussi, je trouve qu'il y a quand même quelques idées sympas. C'est ça. Mais je suis en train, pareil, de le pousser beaucoup maintenant.
Bah en fait, tu le ponces beaucoup, oui. Dans quelques temps, j'attends d'autres jeux, quoi. Mais c'est ça, tu vois. Et le problème, c'est qu'il faut attendre Donkey Kong. Et après, c'est un Pour peu l'instant, vite il y a jusqu'en 2 septembre. exclus, quoi. C'est ça. Et le Hyrule Warriors, qui est la prochaine grosse exclu Nintendo. Ah non, il y a Metroid Prime 4, mais ça sort sur Switch. C'est pas avant cet automne et début d'année. Donc c'est il manque, je pense, effectivement quelques annonces. Un petit Nintendo Direct, par exemple. On espère. Les éditeurs tiers vont se presser. Ils ont promis qu'ils seraient là un peu plus. Alors on a vu tous ceux qui recyclent leur fin de catalogue et qui sont contents de trouver une nouvelle vie. Faut pas non Square Enix, si tu nous entends. Non, mais il faut pas se mentir. Faut pas se mentir. Il y a des jeux qui doivent arriver. On sait que le 007 First Light doit arriver dessus. J'attends de voir. Étonnant, ouais. Et le jeu et le portage. Shadow Labyrinth que moi j'ai vu, que j'avais bien aimé, qui apparemment arrive sur Switch 2. Ça qui est en mode un peu Metroidvania. Ça peut être très sympa. Qui est dans l'univers de Pac-Man, mais avec un Pac-Man qui a un peu vrillé. Ouais, tu m'en avais parlé, j'ai pas pu toucher. Ouais, ça c'est très. Moi j'ai beaucoup aimé. mais qui est très bien. Mais voilà. Mais la vraie question, c'est on achète quoi? On achète du mieux? On achète du plus? À qui vous recommandez? Carole, à qui tu recommandes cette Switch 2? Moi, c'est ce que je disais, j'avais fait une vidéo dédiée à la Switch 2, vraiment aux gros fans de Nintendo, gros fans de Pokémon. De Pokémon. non, mais vraiment ceux pour qui la console, elle tire la langue et ils ont quand même envie de passer un certain gap, quoi, et puis d'avoir effectivement gros fans de Mario Kart, Donkey Kong. Pour eux, ce sont des jeux qui justifient. Et effectivement, de pouvoir jouer dans son lit à Cyberpunk, Elden Ring, ou que sais-je. Et c'est vrai que c'est appréciable. Après, sinon, si tu t'en fous un peu de Mario Kart et que tu as une PS5, une Xbox Series, t'attends, tu vois, t'attends Donkey Kong, t'attends d'autres exclus. En fait, c'est une question, je trouve, aussi d'exclusivité. C'est-à-dire que moi, il y a beaucoup de gens, effectivement, sur ma chaîne, c'est PS5, c'est beaucoup PlayStation, Xbox, c'est beaucoup jeux éditeurs tiers. Il y a des gens qui ont des PC. C'est vraiment la Nintendo, c'est les exclus Nintendo. Pour moi, les joueurs Nintendo, ils achètent des consoles Nintendo pour Mario, Zelda, Donkey Kong. C'est pas pour les éditeurs tiers. Donc voilà, ça dépend en fait. Mais je la conseille vraiment, aux gros fans de Nintendo, tout simplement, qui attendent, qui sont fans de. Moi, je suis fan de Donkey Kong, par exemple. Donc pour moi, ça justifie, par exemple. Sylvain, pareil. En vrai, oui, complètement. Ça se justifie, mais certains fans vont attendre un Mario en 3D, par exemple. Alors, le prochain Zelda, je pense qu'il ne faut pas l'attendre longtemps. Non, on a le temps. Mario 3D, Odyssey 2, par exemple. Mario 3D, voilà. L'absence d'un Mario 3D annoncé par Nintendo est assez étonnant. Alors, peut-être parce qu'ils ne voulaient pas embêter la sortie, contrarier la sortie de Donkey Kong, qui est le premier Donkey Kong en 3D depuis la version de Nintendo 64, mine de rien. Clairement, il me manque ça pour que je me dise, OK, je vais l'acheter. Parce que oui, il y a des jeux, mais ils seront toujours là en 2026 quand j'achèterai la console. Hein. Bien sûr. Donc, ils ne seront pas old. Non, ils ne seront pas old. Non. Ils seront pas moins chers non plus, d'ailleurs. C'est ça le problème. Oui, ça, c'est un autre, ça, on en reviendra, mais on a déjà parlé c'est compliqué. Du prix. Mais bon, on va s'arrêter là sur la partie Nintendo. Je vous invite aussi à aller écouter le podcast de Sylvain sur... Mais avec Carole. Et avec Carole et moi, mais c'est un multijoueur inversé. C'est ça, c'est magnifique. Mais avec Sylvain aux commandes sur l'histoire de la Switch 1. Voilà, pas encore la Switch 2. C'est pour vous mettre débute à peine. En attendant d'acheter la Switch 2 en 2026. Mais dans 8 ans, on fera une version de Switch 2, les filles, attention. Version bien podcast, sûr, évidemment. Et vous avez aussi sur le site la version en vidéo pour la même chose. Messieurs, dames, nous allons revenir un petit peu en arrière et très loin. Ah oui. Et pas très loin, la semaine dernière, c'est-à-dire à Los Angeles, parce que pour tous ceux qui se disent, mais il y a encore Carole dans cette émission, et oui. Et il y a Carole pour nous parler de ce qui apparaît derrière moi. Ah, c'est beau. Resident Evil. Une vidéo en 360p. Ouais, parce que ça nous ramène loin. Cette petite franchise intimiste qui fêtera ses 30 ans l'année prochaine a quand même, on va le dire clairement, porté le style survival horror, nous a appris à avoir peur. Vraiment en console au milieu des années 90 où nous étions de jeunes joueurs et joueuses qui avions peur des couloirs dans le noir, de ces portes qui apparaissaient sans arrêt dans le premier Resident. Et voilà, on a arrêté d'ouvrir des portes à cause de ce jeu. Et le 9e a été annoncé au Summer Game Fest, donc Resident Evil Requiem. Et Carole a eu la chance d'être la seule petite Française à avoir le droit d'y jouer. Mais est-ce vraiment étonnant, Carole, quand on sait ta passion pour cette licence? Oui, c'est la chose vraiment surprenante du monde. Je suis ravie, moi, je suis tellement heureuse. Raconte-nous un peu ce que tu as vu, ce que tu as aimé et surtout de quoi parle ce 9e épisode.
Alors, Requiem, on va se retrouver dans la peau de Grace Ashcroft, qui est la fille d'Alyssa Ashcroft, qui est un personnage que vous connaissez peut-être si vous avez joué à Outbreak. Les Resident Evil Outbreak, qui sont un peu à part, ce sont des spin-offs, c'est pas mes préférés. Mais en tout cas, c'est un personnage, une journaliste, Alyssa Ashcroft, donc on pouvait incarner dans Outbreak, qui, dans Requiem, est morte depuis 8 ans. Voilà, elle s'est fait tuer il y a 8 ans et donc sa fille, qui est analyste au FBI, va être envoyée à l'hôtel où sa mère a été assassinée, donc 8 ans plus tôt, à Raccoon City. Raccoon City, c'est là où tout commence. C'est un peu la base. C'est la base de Resident Evil. Donc retour à Raccoon City qui a été détruite, je le rappelle, à la fin de Resident Evil 3. Enfin, si je peux me permettre, dans le trailer, on voit une bombe nucléaire, mais ils se sont un peu loupés. Ils ont loupé la ville quand même dans ce trailer-là. Alors, on a une partie de la ville qui a été... On connaît un peu le commissariat. Voilà, on a des bâtiments en ruine, on a une partie de la ville qui a réussi à survivre, entre guillemets, mais le gros de la ville a été effectivement détruit. Et on va donc revenir dans ces ruines pour donc comprendre ce qui s'est passé. Elle est envoyée là-bas. Et dans le trailer, effectivement, elle a des souvenirs, des flashbacks de sa mère à l'hôtel Wynwood, où elle était revenue mener l'enquête par rapport à Umbrella, vous le savez, cette société pharmaceutique qui a causé l'incident du manoir donc dans le premier Resident Evil. C'est sorti en 96, c'est vrai que ça ne nous rajeunit pas. Et donc ici, on va se retrouver dans la peau de ce personnage-là. Et la partie que j'ai jouée, c'était vraiment très, très Resident Evil 7. Pour ceux qui aiment les jeux posés, d'ambiance, etc., un petit peu plus calme qu'un Resident Evil 4, plutôt tourné vers l'action. Je pense que ça va plaire parce qu'on est vraiment retourné à l'horreur. On incarne donc ce personnage, soit à la première personne, soit à la troisième personne. Ça a été le gros twist de ce qu'on avait vu, nous, déjà pendant le Summer Game Fest. C'est ça. Et c'est vrai que d'ailleurs, c'est conseillé quand tu vas dans le menu du jeu, parce que tu ne peux pas switcher en plein jeu, il faut passer par le menu, mais c'est conseillé de jouer à la vue à la première personne avec ce personnage, Grace Ashcroft. Ah oui, donc, parce que j'allais justement te poser la question, c'est qu'effectivement avec Ashley, donc ça ressemble plus à Resident Evil 7, donc on peut imaginer qu'avec Léon... Elle s'appelle Grace, mais elle ressemble à Ashley. Elle ressemble à Ashley Graham, donc qui est le binôme de Léon Kennedy dans Resident Evil 4, je précise pour les gens qui ne suivent pas comment ça Grace, Ashley, Alyssa, c'est quoi justement, donc Léon, qui serait le second personnage jouable, lui, on peut imaginer que ça sera plus dans la veine de Resident Evil 4, Resident Evil 6, par exemple. Pour moi, ça va vraiment être un mélange de RE4 et RE7 avec un Léon Kennedy qui va arriver, à mon humble avis, en deuxième partie. Un jeu anniversaire, ils n'arrêtent pas de nous le teaser comme un jeu anniversaire. Je ne vois pas comment on ne pourrait pas avoir des références au manoir. On a Raccoon City qu'on a déjà bien vu. Sûr. On l'entendrait dans le trailer aussi. Tout à fait. Ouais, c'est pas clair, mais le côté, donc, on est plus dans la veine horrifique, vraiment. Tout à fait. Le survival qu'on a, en effet, depuis, on a eu dans le 7, qu'on a eu dans le 8. Tout à fait. Avant, c'était... Ethan Winters, tout à fait. C'était différent, enfin, c'était moins... On était plus sur un jeu de tir presque avant. Avant, c'était très... les premiers Resident Evil, le 1 et le 2, c'était très, très posé. C'était vraiment, pour moi, des jeux d'ambiance. On a commencé à prendre un virage un peu plus action avec Nemesis, le 3. Et le 4. Et surtout avec le 4. C'était le dernier jeu de Shinji Mikami, le dernier Resident Evil de Mikami avant qu'il ne quitte Capcom. Lui, il a fondé après Tango Gameworks. Et d'ailleurs, son premier jeu, enfin, The Evil Within, était un hommage à The Evil Within, c'est un Resident Evil qui s'appelait autrement. Complètement. Mais c'est vrai que là, on a quelque chose vraiment retour à l'horreur et on a une séquence de jeu que j'ai jouée extrêmement intéressante puisqu'on a une espèce de stalker en fait, un peu à la Mister X, un peu à la Lady Dimitrescu ou encore Jack Baker dans le 7, qui va te poursuivre dans un espèce de sanatorium. On a juste un briquet, on n'a pas d'armes. Ça c'est la scène que tu as jouée ? C'est la scène que j'ai jouée, c'est la démo qui a été présentée. Nous on a eu une démo en plus de ce que les gens ont vu lors du Summer Game Fest qui était extrêmement anxiogène, donc on retrouvait vraiment aux sensations des premiers Resident Evil, et où on joue Grace, qui a l'air d'être cette jeune fille tellement douce, tellement naïve, et qui s'est fait démonter la tête, complètement. Qu'on découvre la tête en bas avec des perfs partout. C'est ça, accroché à un lit. Accroché la tête en bas, enfin rien ne va. Ah oui, on le voit dans le trailer. Voilà, c'est ça, exactement. Nous on a vu un peu plus c'est la séquence qu'on... Et elle n'a que ce briquet, et donc elle passe son temps, on retrouve donc ces fameux grands couloirs et portes des premiers Resident Evil, et elle s'entête à aller avec son pauvre briquet dans des trucs où c'est noir.
Et dingue, donc Carole quand même, nous ces dit, gens. mais C'est- ces gens, Et manette en main, c'est vrai que c'est encore différent. J'ai joué sur PS5 Pro, c'est vraiment très très beau. Le RE Engine fait vraiment le job. J'allais justement aborder le sujet parce que moi, du coup, j'avoue que j'ai tout de suite vu que c'était Resident Evil parce que le Re-Engine, Tu le reconnais. Re-Engine, on le reconnaît, mais Oui. à mille lieues. Mhm. Mais alors, la versatilité de ce moteur, enfin, je pense que c'est l'une des réussites de mais Capcom, de Capcom. ces dernières années. il est magnifique. Il est même compatible Switch. Donc, pour dire à non, quel non, mais point- pour vous vraiment, dire. voilà. Non, mais ils ont réussi en fait ce qu'a réussi Epic Games avec l'Unreal Engine, un moteur qui est versatile, qui est dispo sur toutes les plateformes ou presque. Et honnêtement, c'est vrai que le jeu est impressionnant visuellement, surtout qu'il a encore été mis à jour. Il y a du ray tracing complet maintenant. On le voit dans le trailer. C'est hyper impressionnant. En C'est fait. très impressionnant. Et Nakanishi, donc, qui est le directeur du jeu, qui travaillait d'ailleurs sur Resident Evil 7 aussi, Ok. nous avait fait un petit message, Mélinda, je pense que tu te souviens avant la présentation, pour dire que c'était très important pour eux, qu'ils se sont justement servis des dernières technologies sur les dernières consoles pour avoir ce rendu-là, un rendu très réaliste. D'ailleurs, on le voit, là, moi je l'ai La joué, peau. mais la peau, La les peau, textures, La peau, c'est quelque chose qui m'a mais oui, bluffé. le On voit- rendu. On voit à un moment, elle a des gouttes de sueur qui perdent, comme n'importe Bah qui oui. qui serait un peu dans la même Voilà, elle est situation. un peu stressée, quoi, Un peu on va dire. stressée. Voilà. Légèrement. Et c'est vrai que les détails, les cheveux restent toujours quelque Oui. chose d'un peu Un bizarre. peu, oui. C'est sur ce c'est trailer, difficile, un peu mais- étonnant. Mais les détails de la peau, et je trouve que d'ailleurs le début du trailer qu'on a vu, au début j'ai cru que c'était des images réelles. D'accord. Quand on les voit arriver devant le FBI, Le bâtiment, oui. devant le bâtiment, et j'ai eu 2 secondes où je me suis dit, tiens, on nous met du live action, et en fait non, pas du tout. Et j'avoue que le moteur là, il est sublime. C'est sublime. Moi je l'ai vu sur Pragmata, que j'ai testé aussi, Tout à fait. et sur Pragmata, le moteur fait des miracles. C'est très beau aussi. Absolument magnifique, Pragmata. Complètement. Enfin, Pragmata, c'est enfin, encore une fois, la versatilité de ce moteur, c'est tout ce qu'aurait aimé faire Electronic Arts avec le Frostbite. C'est quoi. ça. C'est assez terrible C'est à vrai. dire que Capcom, vrai. alors qu'on dit souvent que les développeurs japonais sont un peu en retard sur les technologies, machin. Voilà. Là, Capcom, mais ils sont partis dans une forme incroyable. Et j'avais une question, toi qui es justement ultra fan de Resident Evil. Ce jeu donc sort au moment des véritables 30 ans de la franchise Tout à fait. l'an prochain. Est-ce que t'as pas peur que ce soit trop fan service? Non, elle a pas Parce que peur. t'as jamais. Non mais tu vois, genre qu'ils exagèrent un peu trop et que du coup ça parle moins à un public nouveau qui avait pu intégrer la franchise avec Resident Evil 7 par exemple, qui était quand même complètement... Je pense pas parce que déjà on est un nouveau personnage. Et je trouve que c'est couillu dans le sens où en plus tu montres un premier trailer où il n'y a pas de Léon ou de Chris Redfield ou de Jill Valentine alors Note que les tu ne joueurs... cites pas Ethan. Je ne dis pas Ethan Winters. Non mais Ethan Winters finalement il a été introduit avec Oui, le avec le 7. 7. C'est un personnage qui à la base n'avait même pas de visage. Enfin, je veux dire, c'est pas un personnage, je pense, auquel les fans de Resident Evil se sont attachés. Mais les jeux sont bons. Moi, j'ai beaucoup aimé le Ah 7 et le 8. oui, oui. Là, on introduit un nouveau personnage, donc c'est quand même, ça rafraîchit. Et à la fois, je pense qu'on va quand même avoir un personnage récurrent de la ouais. série, emblématique. Non, j'ai pas peur du tout que ce soit du fan service. Je pense justement qu'ils apportent de la nouveauté, un vrai tournant, une vraie... je pense qu'on va avoir une vraie issue. C'est vraiment il porte bien son nom, je pense, le jeu. Mais je les vois pas faire trop de fanservice. Un peu, oui. Forcément, Oui, pour quand les, même, pour les un peu 30 comme- ans. ouais. J'ai pas Des peur de références. ça. Je pense des références qu'on aura. Complètement. Là, moi, ce qui m'avait assez bluffé dans le trailer, c'est il faut un moment avant de comprendre. Même si on savait que Capcom nous présentait un jeu qui était non annoncé, on le savait. Le début m'a quand même fait douter Oui. sur le fait que ce soit un Resident Evil. Bah oui, parce que C'est-à-dire c'est qu'il y a la très journée. très longtemps, quand on revoit le trailer, il y a un moment avant qu'on réalise que c'est un Resident Evil. Donc, affaire à suivre. Hein, il sort le 27 février prochain. Tout à fait. On aura l'occasion d'en reparler et de reparler des 30 ans. On va finir vite, les amis, avec À quoi on joue. On a quand même quelques suggestions à vous faire. C'est parti pour À quoi on joue. Parce qu'il n'y avait pas que le Summer Game Fest, il n'y a pas que la Switch, il n'y a pas que Resident Evil, il y a aussi Starbirds. Tout à fait. Qu'est-ce que ça coûte Starbirds, Sylvain? Eh bien, Starbirds, c'est un jeu d'automatisation où on va devoir... Là, tu viens de perdre la moitié des gens qui ne sont complètement. pas ingénieurs. En C'est gros, ça. l'automatisation, donc c'est un genre de jeu qui est devenu de plus en plus populaire en fait depuis 2 ou 3 ans, où en gros on doit mener une expédition à travers le système solaire en différentes galaxies pour récupérer des ressources qui vont nous permettre de nous améliorer et d'aller donc dans un autre système. Là, l'intérêt, et peut-être que les connaisseurs auront reconnu visuellement, c'est la chaîne YouTube Gurgezart, qui est une chaîne YouTube allemande à la base, un peu comme C'est pas sorcier, qui a été depuis traduite en français. Et en fait, ils ont utilisé l'univers visuel pour créer
donc ce tout premier jeu vidéo utilisant cet univers visuel vraiment assez étonnant et en même temps très drôle. La DA est vraiment très réussie, le jeu est sublime. J'ai eu la chance du coup d'y jouer dans le cadre du Steam Neo Next Fest, c'est ça. C'est dur à dire. C'est pas facile, hein. Mais en fait, je crois que la démo est encore disponible au moment où vous regarderez multijoueur. Donc n'hésitez pas parce que c'est sur PC pour l'instant exclusivement. Ça sort cet été et le jeu est ultra addictif. Enfin vraiment, la démo est assez longue et j'ai passé. Après, il y a un monde infini en plus. Je crois que j'ai 6 heures de jeu, 6 ou 7 heures de jeu sur la démo. Avec toutes ces planètes qui changent là, c'est ça qu'on voit ? C'est ça, exactement. À chaque fois, vous avez des ressources qu'il va falloir cumuler entre elles pour en créer d'autres, etc. Tout ça vous permettra ensuite d'accumuler des étoiles pour un classement, mais surtout d'aller dans d'autres systèmes pour récupérer encore plus de missions, etc. Honnêtement, le jeu est ultra bien. Moi, je voulais parler au moins juste d'une démo, effectivement, de ce festival, parce qu'il n'y a plus assez de démos aujourd'hui dans le jeu vidéo, et c'est dommage. Steam en propose encore. Allez-y, certaines d'entre elles sont encore disponibles, et c'est vraiment, vraiment très, très bien. Donc voilà, Starbirds, ça s'appelle, et c'est sur PC. Moi, je vais faire très vite parce que ça fait des lustres que je l'ai sous le coude et que je voulais vous en parler. C'est l'Amerzone, le testament de l'explorateur, qui est disponible sur PS5, Xbox Series et PC. C'est un remake du jeu de Benoît Socal. Donc, c'est un jeu qui a plus de 25 ans. Il a été retravaillé. Alors, Benoît Socal est décédé. Il a été retravaillé avec sa femme et ses héritiers. Moi, j'adore. C'est un jeu en point and click. J'aime beaucoup la DA. C'est un dessinateur et donc forcément, il y a des choses où on retrouve quand même un certain style. C'est l'histoire d'un jeune journaliste qui se rend sur une île en Bretagne. Au Summer Game Fest. C'est ça. Sur l'île de Longuebain en Bretagne. Exactement. Et voilà. Et il se retrouve à interviewer un ancien chercheur qui lui révèle un mystère, le mystère de l'Amerzone. Et donc après, on part dans un périple à travers l'Atlantique, le monde, tout pour retrouver des artefacts, des objets qui ont oublié. L'Amerzone étant un pays d'Amérique latine, un peu bizarre, où il se passe des guerres et tout. J'aime bien, ça fait du bien. C'est incroyable. Enfin, l'Amerzone, c'est un de mes jeux d'aventure préférés. Et le remake est ouf. Enfin, il est magnifique. C'est un truc de dingue. Ouais. Il y a une vraie ambiance. Ça fait un boulot de dingue. Hein. Si vous aimez bien les jeux à la Myst, des choses comme ça, à énigmes, à casse-tête aussi, parce qu'il faut farfouiller partout, il faut réfléchir à des puzzle games, vraiment, je vous le conseille. C'est très sympa, ça s'y joue à tous les âges. C'est assez prenant et puis surtout, c'est reposant. Nous qui vous avons parlé d'horreur et de jeux comme ça. Voilà, c'est... Alors, moi, j'aime moins les déplacements, c'est un peu old school, mais bon, c'est un jeu qui a 25 ans, on peut pas c'est ça, Mais voilà, c'est très, très beau, c'est très poétique. Et je voulais vous le dire. Et tu as 30 secondes pour nous parler d'un jeu aussi qui te tient à cœur, qui est Lies of P Overture. C'est ça. Qui est tombée en Shadow Drop pendant le Summer Game Fest. Et elle était hystérique parce qu'elle était bloquée, elle ne pouvait pas aller jouer. Ah oui, c'est terrible. Oui, alors j'ai lancé donc le DLC hier, mais il est sorti effectivement le jour de la Summer Game Fest. C'est extrêmement difficile, hein, on est dans un Souls-like. Lies of P de base était vraiment difficile, mais c'est un jeu d'une élégance folle. Ça se passe à la Belle Époque, on incarne Pinocchio, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas la licence. Extrêmement difficile, mais extrêmement élégant aussi, avec plein de bonnes idées, une très belle narration. Et là, le DLC nous emmène avant Lies of P. C'est une préquelle et on va se retrouver notamment dans le zoo de Krat, la ville fictive où se déroule Lies of P. Voilà, je me suis retrouvée face à un crocodile absolument tyrannique et j'ai mis presque 2 heures pour le battre, mais j'en suis arrivée à bout à 2 heures du matin. Voilà pourquoi je suis aujourd'hui très énervée. On sent que là... Voilà, c'était dur, mais c'est génial. Disponible sur Xbox Series, enfin Xbox tout court, d'ailleurs les deux consoles, One et surtout déjà tout de suite sur PS4 et PS5, ce qui n'était pas le cas, et PC évidemment, ce qui n'était pas le cas sur PlayStation. À la sortie, moi j'adore la DA, mais je connais mes limites de ce jeu. Et donc, comme le premier, et j'avais essayé un peu et je me suis partie. Il y a un mode facile. Ouais, non, mais il y a des difficultés. Les modes faciles sur les Souls-like, on les connaît. Bien sûr. Merci à vous deux, en tout cas, d'être venus pour cette émission. Carole, tu vas pouvoir te remettre du jet lag. C'était un plaisir. Voilà, c'est ça, exactement. On va te laisser tranquille un peu dans cette émission pour un temps. On te retrouve sur ta chaîne ? Absolument, YouTube, Twitch, voilà, à peu près tous les jours. Pas mal. Sylvain, je ne demande pas où on se retrouve parce que tu es mon voisin de bureau. Donc on va remonter sagement. Et vous pouvez nous retrouver donc sur Tech & Co, tous les deux. Vous pouvez retrouver aussi cette émission en multi-diffusion sur la chaîne Tech & Co, sur le site Tech & Co, sur la chaîne YouTube, ainsi qu'en podcast partout et sur la plateforme RMC BFM Play. Je crois que j'ai fait le tour. Ouais. Et on va se remettre de nos émotions du jet lag et de tout, repartir jouer à la Switch 2. Et on se dit à la semaine prochaine avec une grosse sortie dont on va parler. Je vous laisse deviner laquelle parce que bon,
C'est sûr que personne ne s'y attend. Sylvain est en train de réfléchir. En tout cas, jouez bien.